Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Réveillez-vous, c'est le message du pape François en visite à Strasbourg. Un appel au sursaut de l'Europe pour défendre la dignité humaine et la solidarité. Le souverain pontife n'a pas hésité à secouer les Européens, notamment sur l'immigration. Les réactions au discours dans la chronique de Caroline Deschamps tout à l'heure. Les appels au calme de Barack Obama n'y ont rien fait. Scène de guerre hier à Ferguson dans le Missouri après l'acquittement du policier qui a tué Michael Brown, jeune noir américain tombé sous les balles. Une décision de justice qui a fait réagir en France Christiane Taubira. La garde des Sceaux s'est indignée sur Twitter suscitant la polémique. Après la charge anti-Bayrou de Nicolas Sarkozy, voici la charge anti-Sarkozy de François Bayrou. Sur notre antenne, le président du MoDem a répondu à l'ex-chef de l'État, affirmant, je cite, que Sarkozy, matin, midi et soir, ce n'est pas l'idée que je me fais du bonheur. Extrait à suivre tout à l'heure. Enfin, le débat du mardi 22h avec cette question ce soir. Quelles sont les chances de réussite pour les jeunes en France? Comment voient-ils leur avenir et l'imaginent-ils encore en France? La jeunesse, mais aussi l'école. On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie ce soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Et l'information de la soirée, c'est l'épilogue du braquage qui a eu lieu en plein cœur du Triangle d'Or à Paris. À 18h30, deux malfaiteurs ont attaqué la boutique Cartier de la rue François 1er à 2 pas des Champs-Élysées. Ils ont réussi au début à prendre la fuite en scooter en tirant plusieurs coups de feu. Les deux hommes se sont ensuite retranchés dans un salon de coiffure du 15e arrondissement de Paris avant de se rendre donc tout à l'heure à la police, sortant de la boutique les bras en l'air. L'otage qui était retenu est sain et sauf. Et on écoute ce soir le procureur de Paris, François Molins. Ils sont arrivés effectivement à l'angle du boulevard Pasteur et de la rue qui est à côté. La moto a chuté, il y a eu de nouveau des coups de feu. Ils sont allés se réfugier dans un salon de coiffure où ils ont pris en otage le tenancier du salon de coiffure. Un négociateur a pu assez rapidement rentrer en contact avec eux. Ils ont accepté assez vite, vous l'avez vu, de laisser sortir l'otage, qui est sain et sauf. On retrouve à l'intérieur du salon de coiffure l'armement, à savoir un fusil d'assaut Kalachnikov, un 9 mm, et qu'on retrouve aussi les bijoux qui ont été volés et de l'argent. Le pape François exhorte l'Europe qu'il compare à une grand-mère à redevenir une référence pour l'humanité. Un véritable appel au réveil et au sursaut lors d'une visite éclair à Strasbourg. Le souverain pontife n'a pas hésité à secouer les Européens, notamment sur les dossiers sensibles comme l'immigration. On voit tout cela avec Audrey Vuettaz. L'instant est historique. Le pape François foule pour la toute première fois le sol français, accueilli sur le tarmac alsacien par Ségolène Royal et Harlem Désir. Le début d'une visite éclair, moins de 4 heures, rythmée par 2 discours devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Le timing est serré, mais l'objectif est de taille. Le pape François s'est donné pour mission de revigorer une Europe qu'il juge un peu vieillie et comprimée par la crise. Une Europe un peu fatiguée et pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant des autres continents. Nous pouvons demander à l'Europe, où est ta vigueur? Où est cette tension vers un idéal qui a animé et fait grandir ton histoire? Le souverain pontife a aussi mis en garde l'Europe contre les tensions qui ne cessent pas, en faisant allusion, sans le citer, au conflit ukrainien. Malheureusement, la paix est encore trop souvent blessée. Que de douleurs et combien de morts encore sur ce continent, qui aspire à la paix, mais pourtant retombe facilement dans les tentations d'autrefois. Des propos longuement applaudis dans les hémicycles et reçus avec beaucoup d'émotion par les fidèles de la cathédrale de Strasbourg, où était retransmise la venue du pape, la deuxième d'un souverain pontife au Parlement européen, après celle de Jean-Paul II en 1988. Voilà, et dans quelques instants, on détaillera les différentes réactions au discours du pape. Elles sont très nombreuses dans le monde et en particulier en France. Dans l'actualité également aujourd'hui, le feuilleton du Mistral est relancé. Le Vladivostok n'est pas prêt de quitter les chantiers navals de Saint-Nazaire. Paris a décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre la livraison du porte-hélicoptère et Moscou prend acte de cette décision sans poursuivre en justice
pour le moment la France. Après la charge anti-Bayrou de Nicolas Sarkozy, voici la charge anti-Sarkozy de François Bayrou. Le président du MoDem et maire de Pau a répondu sur notre antenne à l'ancien président qui lui reproche ses tergiversations. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Regardez, c'est résumé par Sophie Normand-Couturier. Dernière ligne droite avant l'élection du président de l'UMP et un thème qui revient dans les débats, la relation du parti avec le centre en vue de la présidentielle de 2017. Bruno Le Maire se dit favorable à une primaire ouverte au centre, mais sans fusion avec lui. Son de cloche différent chez Alain Juppé. Candidat à la prochaine présidentielle, le maire de Bordeaux évoque, lui, le rassemblement de la droite et du centre. Des propos qui lui ont valu quelques sifflets ce week-end. Favori du scrutin de samedi, Nicolas Sarkozy lui a répondu en meeting près d'Angers. Je suis pour une alliance entre la droite et le centre, mais avec un centre qui serait avec nous matin, midi et soir. Parce que c'est un peu facile de se faire élire maire de sa ville en rassemblant sur son nom une partie de l'électorat de droite exaspéré et le soir de faire élire François Hollande et 2 ans et demi après ne pas exprimer le regret pour son erreur. Voilà une alliance dont nous ne voulons pas. Une allusion à peine masquée à François Bayrou, qui n'a pas manqué de la relever. Alors franchement, matin, Nicolas Sarkozy, midi, Nicolas Sarkozy, soir, Nicolas Sarkozy. C'est trop. Peut-être trouve-t-il là un prétexte avec l'envie d'attaquer quelqu'un d'autre. Un quelqu'un d'autre du nom d'Alain Juppé, dont la proximité avec le maire de Pau n'est pas un mystère, ni ses ambitions, à lui aussi pour 2017. L'élection du président de l'UMP n'est que dans 4 jours, mais déjà, le top départ d'une autre course semble donner, celle de la présidentielle. Voilà, et on l'apprend à l'instant, Nicolas Sarkozy qui accordera donc demain au Figaro une interview, alors que c'est la dernière ligne droite dans la campagne interne à l'UMP. Le vote aura lieu samedi. Les appels au calme de Barack Obama n'y ont rien fait. Scène de guérilla hier à Ferguson dans le Missouri après l'acquittement du policier qui a tué Michael Brown, ce jeune noir américain tombé sous les balles. Une décision de justice qui a fait réagir en France Christiane Taubira. La garde des Sceaux s'est indignée sur Twitter en suscitant la polémique. Les détails avec Mounir Soussi. La polémique a traversé l'Atlantique. Dans un tweet, Christiane Taubira s'indigne de la décision du grand jury qui n'a pas inculpé le policier ayant abattu Michael Brown, un jeune noir de 18 ans soupçonné d'un vol dans un bureau de tabac. Tuez-les avant qu'ils ne grandissent, c'est avec ces mots empruntés à une chanson de Bob Marley que la garde des Sceaux dénonce la justice américaine. Une sortie immédiatement critiquée par l'opposition et Christian Estrosi qui évoque un dérapage de la ministre. Aux États-Unis, c'est dans la rue que la colère s'exprime. Des rassemblements se sont tenus dans plusieurs villes du pays, comme ici à New York, où le sentiment d'injustice domine. Ce soir, nous avons appris une vraie leçon en Amérique. Le système est vraiment injuste et tordu et il faut que quelque chose se produise. Un noir adolescent se fait tuer et les Américains ne font rien contre ça. J'ai l'impression que le système est pourri et protège les hommes blancs, mais je ne sais pas, c'est juste triste. Le grand jury a retenu la notion de légitime défense pour le policier, suspendant les poursuites. Une décision qui a provoqué de nouvelles émeutes à Ferguson. Cet été, cette ville du Missouri avait connu 10 jours de violence après la mort de Michael Brown. Le gouverneur avait dû mobiliser la garde nationale pour ramener le calme. Conscient de la tension, le président américain réclame la retenue de tous dans les heures à venir. J'appelle également les forces de l'ordre à Ferguson et dans la région à faire preuve de retenue dans la façon de gérer les manifestations pacifiques qui pourraient se dérouler. Ces violences interviennent dans un climat tendu outre-Atlantique. Hier, un enfant afro-américain de 12 ans, en possession d'un faux pistolet, a été abattu dans un parc par un policier. La suite du 22h et on va s'arrêter un moment ce soir sur les réactions au discours du pape François. Elles sont très nombreuses, y compris en France. On en parle dans la chronique Net d'Info de Caroline Deschamps.
Bonsoir Caroline. Bonsoir Alors Sonia. je disais, les réactions à ce discours sont très nombreuses et évidemment également sur les réseaux sociaux. Et oui, à Bemous Papam sur le web, Sonia, le pape François, c'est la star des réseaux ce mardi. C'est lui-même un tweetos sous le nom de Pontifex. Le hashtag Pape Europe a été en tête des tendances de Twitter toute la journée. Et comme tout star, il a eu droit à ses fans et aux commentaires en live, minute par minute, durant les 4 heures de sa visite, avec une multitude de photos postées sur le réseau, celle de l'arrivée et du red carpet, postée par LB2S, journaliste à la Croix, qui écrit, je cite, Pape en blanc et tapis rouge. Renaud Muselier, lui, prend de la hauteur et publie une photo du pape prise au-dessus de lui. Alors, beaucoup auront noté la standing ovation des eurodéputés après son discours au Parlement de Strasbourg, à l'instar d'opposition.fr qui tweet « N'en déplaise à certains, cette image est très belle ». Le diocèse de Bourges, lui, fait dans l'humour. Il tweet « Qui suit pas ?» en postant une photo des députés pendant l'allocution du pape. Enfin, les journalistes de KTO TV sont sur le coup puisqu'ils sont embedded avec le pape dans son avion de retour. Et on apprend par la voix de Philippine de Saint-Pierre que le pape François, contrairement à un autre François, n'est pas social-démocrate, mais suit la doctrine sociale de l'Église. Et les réactions politiques sur le web, Caroline? Eh bien, des réactions très tranchées, vous l'imaginez. Rachida Dati applaudit des deux mains. Elle écrit « Discours d'unité et d'apaisement dont les peuples européens ont tellement besoin. Merci au pape François ». À gauche et notamment au PS, elle est rejointe par Ségolène Royal qui, non contente d'accueillir le pape le pape à son arrivée, se fend de ce tweet. Très beau discours du pape au Parlement européen. L'environnement, valeurs humaines, rendre la dignité au travail. L'Europe doit retrouver son âme. Alors en revanche, ça grince des dents du côté des défenseurs farouches de la laïcité qui critiquent la visite du souverain pontife au sein de l'institution européenne. Caroline Fourest, l'essayiste, tweet « Le Parlement en mode prêche ». Mais c'est surtout, et c'est pas étonnant, du côté du parti de gauche que ça ne passe pas. Jean-Luc Mélenchon, lui, pendant ce temps, fait des selfies, et oui. Et puis, il écrit une lettre ouverte, je cite, à Monsieur le Pape sur son blog, dans lequel il explique que la place du pape n'est pas au Parlement, mais plutôt dans la cathédrale de Strasbourg. Alors, la réaction peut-être la plus étonnante ou amusante est peut-être celle d'Édouard Martin, l'ancien syndicaliste de Florange, devenu eurodéputé, qui, déçu des reniements d'un certain François, se rapproche du pape en déclarant, je cite, « Il a dénoncé le monde de la finance ». C'est en quelque sorte le discours du Bourget versus le discours de Strasbourg. Merci beaucoup Caroline Deschamps pour votre analyse. Allez, la suite du 22h et dans l'actualité également aujourd'hui, le 97e congrès des maires de France qui s'est ouvert sur fond de grogne des élus locaux entre baisse des dotations en collectivité et incertitude sur l'avenir des communes. Les motifs des mécontentements sont multiples. L'État en demande toujours plus et c'est le cas notamment avec la transition énergétique. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Sur ce stand de panneaux solaires, cet élu de La Réunion a trouvé son bonheur. Pour faire des économies d'énergie, chacun a sa recette. Dans la commune de Champigny-sur-Marne, par exemple, le maire Dominique Adnaud a choisi d'utiliser les ressources de son territoire pour fournir du chauffage à une partie de ses 76 000 administrés. Nous avons la chance d'être au-dessus d'une roche qui est à 72 degrés et donc nous fournissons du chauffage pour les grands ensembles de notre ville. Nous économisons ainsi, du point de vue du rejet de carbone, l'équivalent de 11 000 voitures par an. Ressources énergétiques, engagement des élus, taille des communes. Les maires participent à la transition énergétique en fonction de leurs moyens, comme Denis Thion, maire d'une commune de 300 habitants. Ça se passe à petit niveau à chaque fois. Des isolations, l'entretien de logements sociaux. On n'a pas les moyens, avec une communauté de communes de 10 000, un peu plus de 10 000 habitants, d'avoir une vraie politique énergétique, quoi. Pour une vraie politique énergétique, les maires demandent à ce que les normes soient simplifiées, mais aussi
plus de financement. L'État ne fait pas preuve d'incitation dans ce domaine-là, parce qu'au moment où il décide de supprimer toute une série de dotations, en tout cas de baisser toute une série de dotations aux collectivités territoriales, qui devraient être moteurs pourtant dans ces développements-là, je crois qu'il fait une erreur. Être aidé par l'État, de son côté, le gouvernement attend aussi des maires qu'ils se mobilisent un an avant la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris. Dans un instant, c'est le grand débat du mardi 22h sur un thème oublié dans le débat public et politique en ce moment, la jeunesse, l'école et puis les conditions de la réussite. On va en parler avec de nombreux invités. C'est à suivre après le tour de l'info d'Agathe Pécastin. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes mobilise le gouvernement. Plusieurs ministres se sont rendus dans un commissariat parisien. Objectif, la signature d'une convention avec la police. Celle-ci permettra aux victimes d'être prises en charge par les associations, même en absence de plainte. Une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son compagnon, de son conjoint. Eh bien, on peut parler de féminicide parce qu'il y a une particularité à ces crimes et à ces violences. Johan Delorme, père biologique d'un enfant né sous X, n'aura pas la garde du petit garçon. La cour d'appel de Rennes a tranché en faveur des parents adoptifs. Une véritable injustice pour le père qui se dit victime de racisme, car il fait partie de la communauté des gens du voyage. Pour l'avocat du Conseil général à l'origine du placement en famille adoptive, c'est un soulagement. Donc c'est un enfant qui accédera à son passé quand il sera en âge de comprendre, au fur et à mesure de son questionnement qui lui est propre. Le Canard enchaîné a encore frappé. Après son appartement, le journal satirique publie le montant des travaux du bureau de Thierry Lepan. Plus de 62 000 € pour rénover 50 mètres carrés. Ce soir, dans un communiqué, la CGT contre-attaque. Ces aménagements entreraient dans un programme de remise aux normes de l'ensemble des bâtiments du siège. La Tunisie vit un moment historique. Les résultats des élections présidentielles placent en tête le candidat du parti laïque. Béji Caïd Essebsi devient le favori de ce second tour, avec près de 40% des voix. Face à lui, le président sortant, Moncef Marzouki, récolte près de 34%. Un faible écart qui a pris de court les experts. Tous pensaient que la page de l'islam politique serait tournée sans grande difficulté. Le nouveau scrutin devrait avoir lieu fin décembre. Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur s'amuse de la visite du souverain pontife au Parlement européen, une instance qui a bien besoin de retrouver la foi. Le débat du mardi 22h est consacré ce soir à un sujet essentiel, mais dont on parle peu en ce moment dans les débats publics et politiques, l'école et la jeunesse. Quelle chance de réussite pour les jeunes aujourd'hui? Comment voient-ils leur avenir et surtout, l'imaginent-ils ici en France quand on connaît les chiffres du chômage? Quelle perception aussi de la notion de réussite? Au cœur du débat, également ce soir, le rôle des enseignants et son évolution. Toutes ces questions et ces différents thèmes, on va en parler et en débattre avec nos invités ce soir. Éric Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes analyste et expert à la direction éducation auprès de l'OCDE. Et je précise que vous participerez, je crois que c'est ce vendredi, oui, au débat du journal Le Monde intitulé « Enseigner demain ». Avec nous également Rodrigo Arenas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Je précise, c'est une très grande association qui comprend les parents d'élèves pour défendre bien sûr l'intérêt des enfants. Merci d'être avec nous. Nous accompagne également Wadia Chaftar. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la gagnante avec votre sœur Ismaane du Grand Prix Talent des Cités 2013, ça fait pas longtemps, qui récompense chaque année des créations d'entreprises innovantes dans les quartiers. C'est un prix que les téléspectateurs Public Sénat connaissent bien parce que notre chaîne l'accompagne depuis de nombreuses années et votre entreprise dont on va parler tout à l'heure s'appelle Covetchic. Merci d'être là. Olivier Magnan nous accompagne. Bonsoir. Bonjour à vous. Vous êtes l'auteur de ce très bel ouvrage qu'on va voir. On va voir de larges extraits tout à l'heure. La vraie histoire des instituts, publié aux éditions Chroniques. Votre livre raconte cette histoire des instituts de l'origine du métier, qui est une passion jusqu'à nos jours. On va en parler également largement. Mais je voulais d'abord vous demander en préambule, votre avis sur ce débat lui-même. Est-ce que l'école et donc la jeunesse et sa situation aujourd'hui font suffisamment l'objet de débats et suscitent, selon vous, l'attention des différents responsables, Éric Charbonnier?
Il y a de toute façon quand même une meilleure attention, non, au moins à la rentrée scolaire, au moment du baccalauréat, à des moments précis, on parle toujours d'éducation, mais on s'est surtout rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait la nécessité de lutter contre l'échec scolaire en France. On voit très bien que les jeunes qui sortent sans qualification se trouvent en situation de précarité sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, l'éducation est un moteur de croissance économique et je crois que les décideurs en France, mais aussi dans tous les pays de l'OCDE, s'en sont rendus compte. Donc c'est devenu un sujet essentiel. Olivier Magnan, c'est votre avis. Partagez également cette analyse que ce débat aujourd'hui, il est porté également par les responsables politiques? Oui, mais il a toujours été au fond. Hein. Moi, je suis un peu l'historien du plateau, entre guillemets, puisque je ne suis pas, mais réellement, depuis la Troisième République de Jules Ferry, avant même, on parlait énormément d'éducation. Et aujourd'hui, effectivement, le débat est sur la table sans cesse, et pas toujours avec les solutions attendues. Oui, oui, le débat est sans cesse sur la table, mais c'est les actes qu'on attend également, parce que justement, Rodrigo Arenas, c'était la priorité de ce quinquennat, la jeunesse, l'éducation. Est-ce qu'on en parle suffisamment, selon vous? On en parle beaucoup en ce moment, notamment parce qu'on est en train de refonder l'école. On sent bien que l'école qu'on a connue, notamment pour ceux moins de 40 ans peuvent encore connaître, elle a vécu. Elle n'arrive plus à répondre à la promesse républicaine et qu'aujourd'hui il appartient de la refonder sur ses bases. On ne peut pas considérer aujourd'hui une école qui reproduit ces inégalités, qui empêche finalement la grande majorité des élèves de pouvoir devenir, on va dire, l'élite de la nation. Et est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'on doit atteindre? Parce qu'il y a énormément de gens qui, comme madame, qui grâce à l'école de la République permettent d'accéder à l'élite de la nation, mais tous les autres aussi ont le droit d'être heureux sans pour autant être sous la pression de faire HEC ou Sciences Po, etc. Et c'est très bien. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle de construction de notre école où, en gros, si on n'en fait pas des grandes écoles, on a un peu raté notre scolarité et la pression que ça met sur la famille, ça a vécu. On a le droit d'être heureux d'une autre façon et c'est cette école-là qui nous appartient aujourd'hui de refonder. On va en parler en détail. Oualia Chaftar, quel est votre parcours universitaire? Alors, je vais reprendre un terme que monsieur a utilisé, qui est le terme élite, et que moi j'ai découvert, je ne connaissais vraiment pas ce terme en rentrant au lycée. Et mon parcours est le suivant, c'est que j'ai été éduquée de la primaire au collège dans une zone d'éducation prioritaire. Tout s'est extrêmement bien passé parce que on se sent totalement en banlieue notamment, séparé du monde parisien. Et c'est un monde assez particulier où on vit les choses de manière assez simple, sans se poser des questions. On sait à un moment que l'éducation est très importante. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui tenaient à ce que nous tous, dans la fratrie, nous réussissions nos études, ce qu'on a fait. Et on a eu un parcours académique très intéressant dans le sens où, moi particulièrement, après avoir fait un collège en ZEP, je suis passée dans un lycée dans le 16e, parce que je voulais apprendre l'arabe et que paradoxalement, à cette époque-là, l'arabe n'était... il n'y avait pas beaucoup de cours en banlieue, malgré la majorité de l'immigration étant localisée. Dans le 16e arrondissement. Et donc je me retrouve dans un lycée dans le 16e. Et là, j'ai découvert le terme élite que je ne comprenais pas. Je me suis dit, effectivement, donc ça a du sens. On peut faire partie de l'élite déjà. Donc c'était une notion que je commençais à accepter. Et puis j'ai découvert aussi des enfants qui avaient énormément d'ambition. Comparaison à ma personne où j'avais absolument zéro ambition. Je voulais juste atteindre un certain seuil dans mon éducation. Il y a eu un déclic alors? Il y a eu un déclic. Je vois des enfants qui sont justes, qui savent exactement où ils seront dans 10 ans, qui parlent de polytechnique, d'HEC, d'école de classe préparatoire. Vous savez, il y en a qui à 5 ans veulent être président aussi. Mais c'est presque ça. Oui. Sauf qu'ils ont entre 15 et 18 ans. Et ils sont absolument persuadés qu'ils y arriveront. Donc c'est des enfants qui ont 4 de moyenne et qui sont sûrs d'être mathématiciens à la sortie de polytechnique. Donc c'est toute cette confiance en eux que j'ai commencé à aborder, à comprendre. C'est des mots importants. Vous avez dit confiance en eux. Vous avez aussi rappelé, évidemment, on peut le rappeler d'ailleurs, vous avez cité le rôle des professeurs. Et je vais vous demander s'il y a un professeur qui vous a marqué et vous conseillez un film dont on va voir un extrait. C'est un film qui s'appelle Les Héritiers. C'est une histoire vraie d'une classe en seconde. Et c'est une professeure qui a eu l'idée, en fait, de demander à cette classe de participer à un concours. Et là, je parle à l'historien, à un concours d'histoire qui est le concours de la déportation et de la résistance. Il y a eu un déclic dans cette classe. Regardez cet extrait. Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde? Moi, je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. C'est meilleur ce qu'on a fait, tu peux renvoyer ton travail. Vous ne vous parlez pas, ça ne change pas.
Il faut pas en parler comme des élèves. Il faut en parler comme des enfants. Chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça, je sais que vous êtes capable de le faire. À travers les livres, les films, les documents, tout ça, c'est un peu comme si on faisait des rencontres. Voilà, les héritiers de la réalisatrice Marie Castillon-Mention-Char avec un excellent acteur qui est Ahmed Dramé. Éric Charbonnier, dans ce film, c'est une histoire vraie, hein. Il y a eu le déclic, ça a été ce concours national auquel ils ont tous participé et le rôle vraiment très important du professeur qui a fait qu'une classe turbulente eh bien, s'est retrouvée et s'est unie. Oui, c'est fondamental. On le dit toujours à l'OCDE, un système d'éducation n'est jamais aussi bon que la qualité de ses enseignants. On voit qu'en Finlande, il y a justement cette capacité des enseignants à transmettre leur savoir, à créer une dynamique à l'intérieur des classes. En France, on a l'impression que l'enseignant, souvent, je ne veux pas rentrer dans la caricature, mais travaille pour les meilleurs élèves. Et ce qu'on proposait aux élèves en difficulté, c'était de redoubler. Voilà, aujourd'hui, il faut que le système d'éducation évolue, il faut que les enseignants soient préparés à s'adapter au niveau des élèves et aussi... Il faut les aider à le faire, parce qu'évidemment, eux, naturellement, ils vont vers les élèves. Exactement, jusqu'à présent, il y a eu une politique d'éducation prioritaire en France qui a été un échec. On a souvent affecté des enseignants inexpérimentés et mal formés dans ces écoles-là. Aujourd'hui, il faut vraiment faire de la priorité nationale cette politique d'éducation prioritaire. Olivier Magnan, on va voir quelques images de votre livre, hein. C'est l'histoire vraie des instituts. Il y a l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui nous ont marqués. Mais pardonnez-moi, on dirait que les photos parfois sont teintées de nostalgie. Est-ce que c'est le refrain du « c'était mieux avant » ? Alors, c'était pas vraiment le « c'était mieux avant ». L'éditeur avait véritablement envie de nous replonger dans notre enfance, c'est clair, hein. C'était Noël approche, on veut ressusciter une certaine atmosphère d'école qu'on a tous connue. Enfin, en tout cas, par rapport aux photos, les 50 et 60 ans. Hein. Vous avez peut-être, vous êtes plus jeune, vous avez peut-être connu une autre forme d'école. Mais oui, il y a une certaine forme de nostalgie. Mais votre question se portait sur... Ben justement, est-ce que c'était mieux avant? Quand on compare, parce que vous montrez quand même ces images où on a l'impression qu'il y a l'ordre, l'autorité, certains principes. Exactement. Non, je ne pense pas que c'était mieux avant. Il y avait une toute autre approche. Les instituteurs étaient formés différemment. Les élèves se comportaient à leur tour différemment. Et en réalité, l'éducation nationale en France a vécu à travers les époques. C'est renouvelé, c'est réinventé sans cesse, mais le mieux ou le moins bien, je n'y crois pas. Alors réinventer, vous dites, et Rodrigo Arenas, vous avez dit tout à l'heure, refondation de l'école. C'est un thème que l'on entend tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, refonder l'école? Ça veut dire par exemple des choses très concrètes. Moi aussi je suis issu d'immigration comme madame, et quand j'étais à l'école, ce qu'on m'enseignait dans les livres, ça n'existait pas dans la vraie vie. Parce que j'étais dans une ville où vous aviez dans certaines classes plus 77% des élèves qui étaient issus de l'immigration. Et on nous expliquait à l'époque que notre richesse culturelle était un handicap pour réussir à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas les codes. On n'a pas les codes, on n'a pas les comportements et parfois même pas l'habillement pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle les écoles qui, je sais, vous avez parlé de tout ça, qui permettront justement d'être dans les dirigeants de demain, d'avoir cette rente des énarques quelque part. On a une rente à vie et en plus on décide de l'avenir de notre pays. Voilà, tout ça aujourd'hui c'est fini. C'est fini parce que, comme le dit très bien le film, et ce qu'explique monsieur Magnan à côté de moi, aujourd'hui, il faut parler de l'écosystème autour de l'enfant. C'est-à-dire que l'éducation, on est dans la coéducation. Les parents ont un rôle à jouer, les enseignants ont un rôle à jouer, mais aussi les travailleurs sociaux, aussi les directeurs d'école, aussi les élus, aussi les associations de quartier, tout ça, pour que l'enfant puisse s'épanouir au sein de son éducation scolaire. Et même des fois, quand il n'a pas des bonnes notes, eh ben, ça peut quand même faire un gamin épanoui et en finalité un adulte en devenir. Est-ce que la réussite, alors la notion de réussite pour vous, c'est forcément une succession de petites réussites ou est-ce que parfois ça peut être une succession d'échecs? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, la notion d'échec est intégrée. Ces moments de doute et d'angoisse ne sont pas stigmatisés. Est-ce qu'en France, vous trouvez qu'ils le sont? Est-ce qu'ils doivent faire partie finalement d'un parcours pour pouvoir arriver plus tard à l'objectif qu'on s'est fixé et que vous vous êtes fixé? Je pense que stigmatiser l'échec fait trop partie du système actuel. On ne tire pas les enfants assez vers le haut, on ne les encourage pas assez, on ne les motive pas assez. Du coup, peut-être essayer cette refonte, cette idée de refonte et la notion d'innovation dans notre éducation, peut-être en essayant de rapatrier certaines formules qui fonctionnent bien, notamment dans le monde anglo-saxon, donner la parole plus facilement à de jeunes élèves, leur donner aussi ce sens de l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur aujourd'hui, mais c'est vrai que leur donner plus de responsabilités, leur donner les clés
clés, maîtriser leur environnement, ce serait peut-être quelque chose finalement de bon à inclure dans notre système. Et vous m'avez posé une question tout à l'heure sur est-ce qu'il y a des profs qui m'ont marqué. J'ai fait une classe préparatoire, malgré moi, parce que je pensais que, parce que mes camarades de classe dans le 16e le faisaient, je devais le faire. C'était pour moi la solution pour réussir. Donc sans m'écouter, je l'ai fait. Et au bout de 2 mois, j'étais extrêmement malheureuse. Et je me disais, bon, là, il y a un problème. Et une prof m'a donné juste un cadeau, c'était une phrase. Quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, tu réussiras dans la vie. Comment s'appelle-t-elle ? Malheureusement, je ne l'ai pas vue assez longtemps pour me rappeler son prénom, mais qu'elle soit bénie, parce que vraiment, elle m'a donné un cadeau. Et je l'ai encore avec moi, cette phrase. Quand j'ai mes petits moments de doute, je dis, quoi que je choisisse, je réussirai. Elle m'a tiré vers le haut, elle m'a donné une phrase en or, et je l'ai encore avec moi. C'est très important, ce qu'on voit dans toutes les études de l'OCDE, c'est que le plaisir d'apprendre, la motivation, c'est vraiment des choses qui peuvent compenser des handicaps de début. Donc ça veut dire que l'enseignant, aujourd'hui, il a un rôle essentiel dans la réussite des élèves. Donc il faut investir sur la formation initiale des enseignants, mais aussi sur la formation continue pour les enseignants qui sont déjà en place. Pour revenir à votre première question, c'est dommage qu'aujourd'hui, on a focalisé le débat pendant 2 ans sur les rythmes scolaires, alors qu'il faut vraiment... C'était ma question. On ne parle pas vraiment de l'école et de la jeunesse. Oui, on parle des mauvaises questions. L'école de 5 matinées, elle existe dans tous les pays de l'OCDE, donc finalement, la France devient dans la norme. Aujourd'hui, on devrait focaliser l'ensemble des discussions sur la formation des enseignants, sur les rémunérations des enseignants, sur leur affectation dans les zones difficiles. Alors j'imagine que c'est un sujet sensible, donc c'est vrai qu'on en parle moins et c'est dommage. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Charbonnier, parce que ce qu'on constate, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est que les enseignants les plus innovants sont ceux qui travaillent dans les ZEP. Mais innover, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on va reproduire ce qu'on a appris à l'école des maîtres ou l'école des instituteurs, c'est-à-dire qu'on va adapter une pédagogie et des savoir-faire à des élèves qui ne correspondent pas au cadre, on va dire, traditionnel de ce qu'on apprend. Un élève, ça doit être comme ci, ça doit répondre à ça, ça doit avoir telle note pour avoir tel avenir. Non, c'est pas ça la vraie vie. Les futurs Jean Vilar, ils sont en banlieue. Les entrepreneurs, ils sont en banlieue aussi. Et ça, on valorise pas assez. C'est-à-dire que si on fait pas des parcours bien cadrés, qu'on nous a appris depuis plusieurs générations, forcément, on ne peut pas appartenir à ce qui fera la France de demain. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous prenez par exemple en Seine-Saint-Denis, il y a plein de marques que tout le monde porte qui sont nées là-bas. Par contre, il y a la vraie vie. C'est comment est-ce que tous ces jeunes qui ne correspondent pas au code d'HEC, etc., accèdent au crédit pour pouvoir avoir ça. Donc, c'est tout un monde qui fait que l'école se refonde, mais pas déconnectée de la réalité. Je disais tout à l'heure que la France qu'on m'a appris dans les livres n'était pas celle de la vraie vie. Il est temps que la vraie vie rentre dans l'école, parce qu'un enfant, quand il passe les grilles de l'école, il n'oublie pas ce qu'il est. Il n'oublie pas qu'il vient d'ailleurs, il n'oublie pas qu'il vient d'ici. Et l'école, elle a papa, excusez-moi, elle est un peu finie. Pour être caricatural, moi je me rappelle très bien quand il y a 20 ans maintenant, qu'on ne pouvait pas que cracher par terre et parler breton à l'école de la République. C'est la négation même de ce que peut être un enfant. C'est très violent, et ce n'est pas un gage de réussite aujourd'hui, en 2014, dans un cadre mondialisé et dans des métropoles qui sont cosmopolites. Alors, vous avez parlé de la Seine-Saint-Denis. Justement, on est allé sur place. Et le problème sur place, c'est ce que vous disiez, Éric Charbonnier, c'est le manque de professeurs. C'est l'un des sujets de mécontentement, et notamment pour les parents d'élèves. Ils se sont organisés, justement, ces parents d'élèves, pour dénoncer cette situation. Et l'Éducation nationale a fait appel à Pôle emploi pour trouver des remplaçants. Ça ne marche pas toujours. Regardez, c'est un reportage de Sandra Cerquera. Leur campement a déménagé devant la mairie de Saint-Denis. Et jour et nuit, la mobilisation du ministère des Bonnets d'Âne continue. Ça, c'est tous les témoignages. Des parents en colère qui dénoncent le manque de professeurs. Depuis la rentrée, Siméon a connu 6 maîtres et maîtresses différents. Certains matins, c'est la crise de larmes avant d'aller à l'école. Ma maîtresse est souvent absente et non remplacée. Je ne travaille pas et si ça continue comme ça, je vais rester en CM1. Ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas savoir le matin où et avec qui on laisse nos enfants. Ça ne fait que accumuler des trous dans l'enseignement, et aussi avoir des répercussions sur le comportement des enfants qui sont quand même un peu livrés à eux-mêmes. Pour la première fois en septembre, des classes sont ouvertes avec des contractuels et malgré tout, il manquait 20 enseignants le jour de la rentrée. L'Éducation nationale a même dû faire appel à Pôle emploi pour trouver des remplaçants. Là, on voit apparaître des profils
qu'on ne connaissait pas. Par exemple, BTS Commerce pour être chef de rayon, architecte, psychologue. On est tombé sur des personnes qui effectivement étaient au chômage, donc ont profité de l'aubaine, toucher 1 300 € par mois, ce qui est normal, hein. Ils étaient dans la précarité. À la limite, on comprend tout à fait qu'ils aient fait ce choix, mais qui du coup, même dans l'attitude, dans la posture, ne sont pas du tout enseignants. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé 500 postes supplémentaires en Seine-Saint-Denis sur 3 ans. Pas de quoi rassurer. Selon les parents, il en faudrait 1000 dès maintenant pour régler la situation. Du côté des contractuels, ce n'est pas tout rose non plus. Malgré le manque de profs, cette trentenaire, titulaire d'un master en lettres, enchaîne les contrats depuis 4 ans. Elle a souhaité rester anonyme par peur des répercussions sur son emploi. Elle n'a pas été payée depuis le mois de septembre. Être contractuelle, avoue-t-elle, c'est se taire et accepter toutes les situations. C'est déjà très difficile parce que je ne peux pas choisir. La dernière fois, on m'avait donné un établissement à 2h30 de mon domicile. Et on m'avait fait le chantage comme quoi si je ne prenais pas les postes, je n'aurais pas d'autres. Une absence de considération qui aurait déjà poussé 10% des nouveaux enseignants à jeter l'éponge, alors que le manque de professeurs est de plus en plus criant partout en France. Voilà, on va réagir à ce reportage de notre journaliste Sandra Sercara. D'abord peut-être à la phrase Wadie Chafter de ce petit garçon qui a 6 maîtres ou 6 maîtresses qui ne sont pas réguliers et qui arrive et qui dit moi je ne sais pas à qui je vais avoir et de toute façon je crois que je vais redoubler, je vais rester dans la même classe. C'est terrible à cet âge-là d'avoir cette phrase-là. Il a conscience lui-même qu'il y a effectivement un énorme problème et qu'il va en pâtir. Enfin, je pense que ça sera les seuls à en pâtir d'ailleurs. Hein. Sinon, voilà, on se retrouve dans le même système que le système américain où un jour les profs sont profs de sport, le lendemain profs de géo et ainsi de suite. Et on ne sait pas comment ça tient. Puisque des remplaçants qui font d'autres métiers, architectes, comédiens, se retrouvent en charge de classe. Très clairement pas les compétences pour être professeur aujourd'hui. Éric Charbonnier, ça vous surprend? C'est choquant, non, ça me surprend pas. Il y a vraiment un problème du concours d'enseignants en France qui est beaucoup trop académique, où là, on perd certainement un grand nombre d'étudiants qui seraient très efficaces pour travailler dans les zones prioritaires et avec cette motivation. Et puis aussi, il y a peut-être un manque de rémunération. Je vais vous donner 2 exemples. Au Brésil, les enseignants qui travaillent dans des zones difficiles sont payés 60% de plus que ceux qui travaillent dans des écoles classiques. En Estonie, ceux qui vont aller travailler dans les zones rurales désaffectées ont une prime de 12 000 € sur 3 ans. On voit bien que là, dans ces 2 pays, il y a une véritable mesure des incitations pour y aller travailler. Alors ça ne va pas forcément régler tout de suite le problème, mais il faut vraiment favoriser maintenant la situation des enseignants dans les zones prioritaires. Vous êtes d'accord, Paul C'est un véritable souci majeur que le recrutement. Souvenons-nous, il y a encore relativement peu de temps, on était instituteur avec une licence. Aujourd'hui, et notamment je me souviens d'une déclaration de Valérie Pécresse lorsqu'elle était à l'Éducation nationale, qui a dit d'une façon tout à fait logique, eh bien, montons en qualité la formation des enseignants, les élèves seront mieux formés. Nous sommes maintenant à Bac+5, en master. Comment des jeunes gens qui ont déjà du mal à entrer dans la vie active peuvent attendre aussi longtemps avant de toucher leur premier salaire? On a véritablement, on marche un peu sur la tête. Et puis un master avec aucune expérience sur le terrain. Exactement, aussi, puisque vous avez raison, l'année de stage a été supprimée, l'année rémunérée de stage. Rodrigo Arenas, vous êtes d'accord? C'est le principal problème, le recrutement, la formation? Il y a 3 choses. D'abord, il y a une question philosophique qui se pose pour l'éducation nationale, c'est-à-dire d'accepter l'idée qu'il faut traiter les territoires de façon différenciée. Il faut mettre plus là où on a plus de besoins pour atteindre l'égalité républicaine. C'est quelque chose que très dur, difficile à accepter dans notre pays. Ce n'est pas notre culture de l'accepter. Donc il y a un travail à faire, mais y compris de la part des parents, d'accepter ça. Quand je vous donne un exemple, quand vous avez 98% des parents qui sont pour les devoirs à la maison, en sachant que c'est la principale source d'inégalité scolaire, on a du boulot. Mais les enseignants aussi ont du boulot, parce qu'eux, il faut qu'ils arrêtent d'en donner. Vous voyez, après, vous avez un deuxième problème, c'est qu'il faut aller aussi sur la question de la stabilité des équipes. C'est-à-dire que quand vous avez un turnover, et ses parents ont raison de se rassembler et de râler, c'est juste pas possible. Oui. Parce qu'il y a une continuité pédagogique aussi, il y a un lien humain qui se pose avec l'élève. C'est pas simplement l'enseignant qui est devant son tableau noir et qui explique B plus A, ça fait bas. Non, il y a une relation humaine qui se tisse aussi, et la stabilité des équipes sont importantes, d'autant plus quand vous êtes dans les territoires comme en Seine-Saint-Denis, qui illustre votre reportage, où vous mettez les enseignants
les moins formés, c'est-à-dire les plus débutants, dans les situations les plus difficiles. Et ça, c'est juste pas possible. On n'envoie pas devant des enfants qui ont les met dans une arène, y compris de rupture par rapport à l'école, ceux oui. qui concrètement ne réussiront pas à faire la classe. Donc on est dans cette situation en Seine-Saint-Denis, concrètement à la ville de Saint-Denis que je connais plutôt bien. La rentrée scolaire s'est faite avec 18 enseignants en moins, c'est-à-dire qu'à la rentrée scolaire, les élèves dans 18 classes se sont trouvés sans enseignants. Ça montre que l'école est à bout, ça montre que l'école doit se refonder à la fois du point de vue structurel, mais à la fois du point de vue philosophique. On ne peut plus attendre en 2014 de l'école ce qu'on en attendait en 1940, c'est-à-dire ce que j'appelle clairement l'école à la papa, où on apprenait aux élèves mouche ton nez, dis bonjour à la dame. Ça, c'est fini. On est dans autre chose. Les élèves aujourd'hui sont conscients et on ne peut pas m'expliquer qu'il y a des élèves de maternelle et de primaire, on ne peut pas faire la classe aujourd'hui. Ce sont des élèves normaux et la Seine-Saint-Denis, c'est pas les petits sauvageons comme je peux l'entendre à travers. Et il y en a beaucoup qui s'en sortent, quels que soient les quartiers, quels que soient les territoires. C'est votre cas, Wadia Chaftar. Je voudrais qu'on revienne à cette entreprise, à ce beau projet Covetchic. Est-ce que vous avez reçu évidemment le prix ici, donc c'est le Grand Prix Talent des Cités. En quoi consiste votre entreprise aujourd'hui? Qui vend des collections de démarré en font des grandes levées de fonds, pas nous. On s'est lancé un petit peu en kamikaze dans le web, mais au bout de 2 années, c'est une très belle expérience, d'autant plus qu'on a une philosophie, on essaie d'avoir un impact social. Donc oui, alors racontez-moi, c'est évidemment à but lucratif. C'est à but lucratif, c'est vraiment un business. Il y a la notion de partage et de solidarité. Il y a la notion de luxe conscient et solidaire. Donc nos produits sont haut de gamme, sont faits main, et derrière, donc on a le respect de la fabrication se fait en respect de l'humain et on a une politique de retour. Donc on donne une partie de notre chiffre d'affaires à des associations, notamment une association qui se trouve dans le 93 et qui fait de l'empowerment. Oui. Donc ça signifie donc de la motivation envers les jeunes de banlieue pour réussir leur parcours académique et professionnel. Ils sont coachés par des cadres supérieurs issus des plus grandes entreprises du CAC 40. Et c'est une formidable initiative. Vous êtes d'accord, messieurs? On est tout oui, là. Je suis fasciné. Ça l'est d'autant plus que moi, ma génération, on l'a fait un petit peu tout seul, en essayant de trouver l'inspiration partout. Moi, notamment, je l'ai eu en changeant d'environnement. Et si je n'étais pas allée dans ce lycée dans le 16e, je n'aurais jamais fait du droit, je n'aurais jamais passé le concours des grandes écoles, je n'aurais jamais fait l'école de commerce que j'ai fait aujourd'hui. Oui. Elle a été fondamentale parce que j'ai eu une fenêtre ouverte sur quelque chose qui ne m'était pas encore. Je voudrais terminer par un tour de table en vous demandant qu'est-ce qu'il faut, selon vous, s'il y avait une urgence dans l'éducation, en un mot, ce serait quoi aujourd'hui, Éric Charbonnier? Formation des enseignants, initiale et continue, et valorisation de la formation professionnelle. Olivier Magnan. En corrélation, peut-être, parvenir, mais c'est un vœu, c'est un rêve, parvenir à garder parfois des ministres un peu plus longtemps, avec une véritable vision, et qui ne soit pas idéologique, une vision pédagogique. Rodrigo Arenas, même question. Je pense que c'est la question de la démocratie, c'est qu'aujourd'hui l'éducation ne se fait pas simplement le maître ou l'instituteur devant l'élève, c'est toute la communauté éducative qui va autour, et ça veut dire que pour pouvoir changer l'école, il faut la comprendre et y participer. Et l'enfant aussi doit participer à cet exercice démocratique. Et on conclut avec vous, Wadia Chaftar. Après le petit document qu'on a vu, éradiquer la discrimination envers certaines zones en France, notamment les ZEP. Il est inadmissible qu'on trouve ce problème uniquement en 93. On devrait quand même se poser des questions. C'est très clairement de la discrimination envers une certaine population. Et l'innovation. Essayer vraiment de trouver assez d'humilité en nous pour aller voir ce qui fonctionne ailleurs. Merci beaucoup d'avoir participé à notre débat. C'était un plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de ce journal. Et avant de se quitter, voici quelques extraits de l'interview à paraître demain de Nicolas Sarkozy chez nos confrères du Figaro. L'ancien président qui a dit de nouveau son attachement, je cite, aux primaires ouvertes en 2016 pour la droite et le centre. Sur la loi Taubira, il parle de réécriture alors qu'il avait évoqué le mot abrogation. Et enfin, sur la possibilité de la présence de Marine Le Pen au
second tour en 2017. Le risque existe, dit-il. Une interview à lire donc demain dans Le Figaro. Voilà pour votre journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. L'invité, c'est François Bayrou. Je vous remercie et à demain avec plaisir.